Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te parler de quand ton corps refuse d'aller au travail. Parce que l'air de rien, c'est quelque chose que dans mon travail, je rencontre très souvent comme problématique par rapport à mes clientes. Et dernièrement, j'ai accompagné une femme qui a fait une énorme crise d'angoisse. Et elle avait depuis un certain temps plus envie d'aller au travail. Elle était d'ailleurs venue me voir pour ça parce que elle avait non seulement plus le goût, elle avait déjà eu comme des signaux, elle avait déjà dû faire une semaine d'arrêt et c'était vraiment parce que c'était plus possible du tout pendant une semaine, mais c'était vraiment à contre-cœur qu'elle avait déjà eu des signaux et en fait elle savait pas vraiment vers quoi se diriger comme autre travail que ce qu'elle faisait parce qu'il y avait un besoin d'assurer les finances. Et donc, elle se contraignait à rester dans un travail qui lui plaisait par certains aspects, mais qui mettait son corps en état de choc, de stress, pardon, très intense. Et du coup, la seule solution qu'elle entrevoyait, c'était, entre guillemets, elle m'a dit qu'il se passe un truc de grave, que, que ça ne soit pas elle qui décide d'arrêter, que ce soit des conditions extérieures ou que ce soit son corps. Et ça, c'est quelque chose que l'air de rien a plus ou moins haut, comment dire, plus ou moins forte raison, je retrouve chez beaucoup de femmes qui n'ont plus l'élan d'aller dans leur travail. En gros, ça va se représenter comme ça. Depuis un moment, j'ai plus vraiment envie. Depuis un moment, j'ai la boule au ventre. Depuis un moment, j'ai le stress quand je pense à y aller. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de marcher vers ou dans le burn-out. Parce qu'on a tous tendance à croire que les choses graves n'arrivent qu'aux autres. On a tous tendance à penser que nous, c'est pas le burn-out. Et je sais que souvent, par le passé, par ma pratique en cabinet, quand j'annonçais aux personnes ça ressemble fortement à un burn-out, c'était une gifle, c'était pas quelque chose qui était facile à encaisser parce que il y a tout un tas de systèmes de compensation à l'intérieur de nous qui nous font dire que ben non, il faut continuer, non, c'est pas normal que nous on n'y arrive pas alors que les autres y arrivent, alors que voilà, pourquoi on n'arrive pas à être aussi productif, pourquoi on n'arrive pas à ci, pourquoi on n'y arrive pas à ça, et de se dire que je suis en burn-out, c'est quelque chose qui est assez difficile, j'ai l'impression, à se dire à soi-même et à accepter. Et en soi, c'est pas rien. Parce que burn-out, c'est vraiment quand t'as brûlé le bateau. Il n'y a plus grand-chose qui tient. Et donc, il y a quand même, je ne veux pas dramatiser la situation, mais il y a quand même une certaine gravité. C'est que on est allé loin. Mais ce qu'on va voir là dans cet épisode, c'est que c'est pas pour rien qu'on est allé loin. C'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est pas parce qu'on est euh, des gens pas assez conscients, c'est vraiment toute notre éducation et aussi le système de la société et potentiellement de l'entreprise qui nous amène à ça. C'est pour moi, le burn-out, c'est pas tant l'individu, bien sûr, c'est l'individu qui est malade, mais c'est pas tant que l'individu qui est malade, c'est vraiment la société en entier qui va trop vite, trop fort, trop loin, qui est trop coupé de son corps. Ce qui se passe pour commencer, c'est que très souvent, je le vois chez des personnes, chez des femmes, j'accompagne essentiellement des femmes, qui sont élevées à pas être des profiteuses, pas être des glandeuses, euh, à ne pas prendre de congés, même quand elles sont malades. Parce que ça, c'est pour les gens feignants, ça, c'est pour les gens qui profitent du système, ça, c'est pour les, peut-être pas les méchants, mais les mauvaises personnes. Et toi, tu veux être quelqu'un de bien. Parce qu'on veut tous être quelqu'un de bien. On veut tous être quelqu'un de bien pour essentiellement survivre au fond du fond, pour être aimé, donc pour faire partie du clan, partie du groupe. Et bien, du coup, quand on nous a appris que les codes pour être quelqu'un de bien, c'était de passer outre, de pas trop s'écouter, d'être bosseuse, de penser aux autres, de participer, eh bien, voilà, ça s'inscrit dans ce qu'on pense être une bonne personne. Et vu qu'on veut être une bonne personne, ce qu'on pense être nous. Parce que très souvent, ce que j'entends, c'est moi, c'est pas mon style de m'arrêter alors que je suis malade. Moi, c'est pas mon style de trop m'écouter. Mais quand on creuse, c'est jamais que c'est pas leur style, c'est qu'est-ce qu'elles ont entendu quand elles étaient petites.
Il y a aussi une autre notion, c'est vraiment ce côté qu'on pense plus aux autres qu'à nous-mêmes. Parce que les signaux, chez la plupart des personnes que j'accompagne, elles les voient. Elles voient qu'elles sont fatiguées, elles voient qu'elles sont stressées. Elles ont essayé des choses pour la boule au ventre le dimanche soir quand elles savent qu'il faut retourner bosser lundi. Elles peuvent prendre, par exemple, des plantes pour essayer de se détendre. Elles ont peut-être déjà essayé de l'acupuncture. Elles ont peut-être déjà essayé d'aller voir un psychologue. Et il y a, la plupart des personnes que j'accompagne, elles ont ce niveau de conscience de voir qu'il y a un truc qui est en train de déconner. Mais c'est difficile, surtout soi-même, toute seule, d'aller jusqu'à l'acceptation que ça va être un burn-out. Ou que ça, c'est déjà, en tout cas, trop loin pour notre corps. Et souvent parce qu'on nous a... Je le vois encore une fois, je le vois beaucoup. Pendant l'enfance, implicitement, on nous a fait comprendre que s'occuper des autres, c'était bien. Ça veut dire que potentiellement, les personnes vont se dire, moi je me débrouille, moi c'est pas grave, moi je sais faire, moi je sais dealer avec la merde, moi je connais la galère, je sais faire. C'est pas un truc que j'aime, mais je sais faire. Ça c'est un truc qu'on retrouve super souvent. Et on met tout le focus sur les autres. Il faut que les autres ils aillent bien, il faut que les autres se sentent bien. Il faut pas déclencher les autres si je leur dis ma vérité et que ça les rend tristes et que ça les met en colère. Là, ça c'est trop grave. Ça, c'est des choses qu'en fait, on peut apprendre soit parce qu'on nous l'a clairement dit, soit parce qu'on l'a observé, et qu'on a bien vu que quand on était petit, nos parents, nos émotions, ça les mettait mal à l'aise, voire que ça les mettait en colère, voire qu'on était interdit de pleurer, de dire certaines choses, de s'exprimer en fait. Et du coup, le message inconscient qui reste, c'est moi je dérange, moi je compte pas, c'est pas ça qui compte, c'est pas mes émotions, c'est pas moi, c'est pas mes besoins, c'est pas mes ressentis, c'est l'autre. Et alors voilà, moi, bien entendu, je n'ai pas une vue exhaustive, je ne suis pas spécialiste du burn-out. Euh, donc, ce que j'observe ne se veut pas être une généralité, mais avec les personnes avec qui je travaille, c'est une généralité que, effectivement, souvent, eh bien, c'est parce qu'elles sont centrées sur l'autre. Et moi, je trouve ça tout à fait logique que quand tu en arrives à avoir brûlé toutes tes cartouches que tu avais pour toi dans ton corps, ça soit parce qu'en fait, tu n'as pas écouté ton corps. Et donc, pourquoi tu n'as pas écouté ton corps? Parce que tu écoutais l'extérieur. Moi, je trouve ça très logique. Donc, comment ça va se représenter? Si on sort de l'enfance, eh bien, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, dans le boulot, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter parce qu'on a des clients ou on a des patients que si on s'arrête, ça va les foutre dans la merde. Parce qu'ils ont besoin de nous. Soit parce que si on est thérapeute, c'est parce qu'on voit bien qu'ils vont entre guillemets encore plus mal que nous, souvent psychologiquement, et encore, on peut un peu faire l'autruche. Et qu'on se dit, ils ont besoin de nous pour tenir. Si c'est des clients, c'est parce que ça peut tellement les mettre dans la merde. Si nous, on s'arrête de bosser pour eux, mettons que tu sois artisan, ça veut dire, je suis plombier, ça veut dire qu'ils vont pas avoir l'eau chaude, je pourrais pas finir mon chantier. Et du coup, il y a déjà, voilà, il y a cet aspect-là, mais on va le retrouver dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu es salarié, c'est ton chef que tu peux mettre dans la merde. Parce que souvent, pourquoi? Souvent parce qu'il y a un effectif de travail qui est sous-évalué, c'est-à-dire que potentiellement, c'est une entreprise qui soit est radine, soit est trop petite pour se permettre d'embaucher plus de personnes. Et donc, ton travail, c'est le travail d'une personne et demie, voire plus. Et tu le sais un peu, mais pas trop. Et surtout, tu as envie d'être bosseuse, tu as envie de contribuer, tu as envie de soutenir cette entreprise, tu as envie de ne pas mettre les autres dans la merde parce que tu vois bien que toi, tu es en train de faire le travail d'une personne et demie et que si toi, tu t'enlèves, ça veut dire que ta collègue, elle va faire le boulot de 3 personnes. Et ta collègue, tu sais bien qu'elle est en plein divorce, qu'elle a des enfants, qu'elle dort pas la nuit, etc. Et du coup, il y a cette pression inconsciente qui ne vient, le problème ne vient jamais de toi, le problème vient soit de l'entreprise, si on peut regarder ça à l'échelle de l'entreprise, du fait qu'il y a un manque d'effectifs, et ça n'est pas ta responsabilité de compenser ça, même en tant que patron, je peux le dire, c'est la responsabilité du patron. Et si on regarde ça à une échelle encore plus grande, oui, c'est la responsabilité du patron qui s'inscrit
dans une société, dans le sens dans un pays qui assomme de taxes et donc il ne peut pas faire plus. Mais du coup, tu peux pas porter sur tes épaules, toi, de petit individu, le fait pardon, le fait que ton pays surtaxe les entreprises et que ton patron, du coup, n'emploie pas assez d'effectifs, tu peux pas porter ça sur tes épaules. Pourtant, combien de gens le font? Parce qu'ils sont au bout de l'échelle et qu'ils voient toutes les conséquences. Ils ont le nez dedans. Genre, à l'échelle de l'État, ils voient pas que ta collègue, elle peut pas faire le boulot de trois. Ils sont pas dedans. Toi, tu le vois. Du coup, en tant que personne qui a tendance à être surresponsabilisée depuis l'enfance, tu prends ça sur tes épaules. Et il n'y a pas lieu. Maintenant qu'on a brossé ce très beau joli tableau, je me dois te dire que le burn-out, au plus on peut accepter le voir tôt, au mieux c'est. Ça, c'est facile à dire. Mais au plus tu es à terre, au plus c'est difficile de te relever. Et donc, quand, là, je disais, moi, j'ai accompagné une femme qui a fait une énorme crise d'angoisse, ça y est, elle peut plus mettre un pied au boulot. Ça y est, mais il n'y a plus rien qui répond. Mémoire, envie, niveau d'énergie du corps, pouvoir faire quelque chose, là, elle doit se reposer, elle ne doit faire que ça. D'autant plus que, bien entendu, elle n'a pas l'habitude. Et elle est plutôt une personne qui est active. Et donc, c'est aussi de nouvelles habitudes, c'est se redéfinir et c'est pas facile à faire. Et donc là, si tu veux éviter que ça arrive quand tu es complètement à terre, quand la coupe elle est complètement pleine, eh bien le mieux, c'est d'arriver à aller consulter ou à aller faire un pas de recul et à se dire, bon, si je prends les choses de façon, on va dire, cartésienne ou scientifique posée, j'ai ça, 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 comme symptôme. L'épuisement, de moins en moins de mémoire, de moins en moins d'élan, je peux faire de moins en moins de trucs. Ça ressemble bien. C'est pas obligé que ce soit ça. Alors il y a toujours les deux côtés. Moi j'accompagne beaucoup les personnes qui vont aller jusqu'au bout par don de soi. Et puis bah, il y a les hypochondriacs qui... j'ai un petit coup de fatigue, c'est un burn-out. Moi je me rappelle d'une patiente qui venait me voir. Je sors d'un burn-out familial, tu comprends. Et c'est vrai que bon, je veux bien elle avait des soucis à gérer par rapport à sa famille, comme tout un chacun. Quand on a une famille, il se passe des trucs. Mais elle faisait aussi rien de sa journée et elle voyait sa petite fille un jour sur deux, 1 heure. Donc voilà, tout est toujours question d'équilibre. Forcément, cet épisode s'adresse un peu plus aux personnes qui vont tendance à avoir tout donné et penser surtout beaucoup plus aux autres avant elles et qui au contraire n'exagèrent pas, ou en tout cas exagèrent dans le sens qu'elles ne s'écoutent pas suffisamment et que du coup elles se mettent en difficulté. Pourquoi je dis que c'est le mieux, c'est de le prendre en charge le plus tôt possible, c'est que bah, au moins t'es enfoncé dedans, au plus ça va être rapide de t'en remettre, bien entendu, c'est la base, mais aussi parce qu'en fait, comment ça se passe, en tout cas en France, quand tu es diagnostiqué pour un burn-out, eh bien, tu dois aller chez le médecin et toutes les 2 semaines, surtout, c'est possible d'aller voir un psychiatre et tout ça et de faire des démarches pour ne pas avoir besoin de faire ça, mais dans un premier temps, toutes les 2 semaines, tu vas devoir retourner chez ton médecin pour te faire prolonger un arrêt, parce que bien entendu, un burn-out, ça ne se soigne pas en 2 semaines. C'est autant de temps que tu as mis à tout brûler pour tout reconstruire. Et parfois, ça se compte en années. Et là-dessus, il va falloir trouver un médecin qui est suffisamment informé et ouvert pour te mettre en arrêt. Parce que un médecin, c'est un humain et potentiellement, il a eu la même éducation que toi avec le fait qu'il ne fallait pas prendre de congé, il ne fallait pas exagérer, nanana. Et surtout, les anciens, ils peuvent avoir du mal. Ils te prolongent 1 fois, 2 fois, c'est déjà le bout du monde. Et donc, alors que tu es au plus bas de souvent ton estime, de ton niveau d'énergie, il va falloir aller faire des démarches avec le médecin, potentiellement avec l'entreprise. Donc c'est d'autant plus dur à faire que quand tu es au fond du trou. Moi, le travail que je fais avec mes clientes, c'est vraiment d'apprendre à comprendre et à légitimiser leurs besoins. Parce que quand tu comprends tes besoins et quand tu comprends qu'ils comptent, qu'ils sont valables, qu'ils sont importants, c'est-à-dire le besoin, et des fois c'est les choses de base, de dormir, donc de repos,
ton besoin de bien manger et le niveau de pression que humainement on est censé supporter, qui est à dire normalement pas de pression, que tu as besoin peut-être d'écoute, peut-être que tu as besoin de solitude ou au contraire que tu as besoin de sociabilisation, que tu as peut-être besoin de t'amuser, que tout ça ce sont des besoins et que les besoins sont censés être remplis parce qu'ils comptent, parce qu'ils sont importants. Mais ça c'est tout un travail de reconstruction qu'on fait. Alors attention, moi je ne suis pas spécialiste du burn-out. Je ne traite pas particulièrement le burn-out. Je récupère souvent des personnes en fin de burn-out qui sont suffisamment reconstruites, mais dont il reste comme des séquelles et il reste les automatismes qui peuvent remener au burn-out. Et donc moi, je vais plutôt être à cet endroit-là où je m'occupe de ça, particulièrement dans l'école initiatique des métiers de cœur, où en fait, tu as compris que euh, tu... euh, tu t'es aussi brûlé au travail, dans un travail qui ne te correspondait pas, que tu faisais par besoin financier ou pour faire plaisir à l'extérieur. Mais en tout cas, ça venait pas d'un élan profond de ton être. Et que bah, là, avec cette pause que t'as permis le burn-out, tu es en quête de sens dans ta vie, tu es en quête de joie, tu es en quête d'alignement. Et du coup, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je suis faite comme travail? Et donc, moi, c'est plus à cet endroit-là. Euh, où je vais travailler avec des femmes en burn-out et je dirais que les trois quarts c'est le cas. C'est dans cette quête de sens et où tu veux pas retomber, tu veux pas refaire les mêmes erreurs, tu veux pas te rebrûler à nouveau. Parce que le burn-out c'est un trauma pour le corps, c'est vraiment un traumatisme et tant que le corps voit que tu as un risque de revivre un traumatisme, il met tout en place pour te freiner, pour te bloquer. Par amour, par sécurité. Sauf que ce mécanisme bienveillant, bah, quand tu dois retourner au travail après un temps d'arrêt, bah, c'est compliqué parce que il vient, c'est brillant comme c'est fait le corps, il vient te couper de toutes les idées que tu pourrais avoir. Tu n'as pas d'idée. Tu as l'élan de rien. Tu as l'impression que tu n'as pas l'énergie. Parce que le corps, il va pas envoyer de l'énergie. Il veut pas que tu retournes au travail. Il a compris que c'était au travail que tu t'étais brûlé. Mais j'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui date un peu, qui s'intitule Pourquoi c'est si difficile de savoir quel métier faire après un burn-out. Donc j'explique vraiment le mécanisme qu'il y a corporellement par rapport à ça et du coup comment le dépasser. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cet épisode. Mais en gros, tant que t'as pas montré patte blanche, ton corps il est pas prêt de te laisser retourner aller au boulot. Et du coup, on va avoir besoin de comprendre en profondeur l'état d'esprit qui nous a menés là. Donc, je vous ai déjà donné pas mal de billes avec voilà l'éducation, toutes ces choses qu'il va falloir déconstruire. Ce que j'observe aussi, c'est que il y a souvent de la dévalorisation. C'est souvent des personnes qui n'ont pas tant confiance en elles que ça. C'est pour ça qu'elles légitimisent pas leurs besoins. Quand tu dis, même tu sais, dans une conversation, tu vas jamais vraiment te mettre en colère parce que tu comprends tellement ce que vit l'autre. Parce que toi, tu comptes pas. Tu t'accordes assez peu de valeur. C'est vraiment et le fait de minimiser les signaux de son corps, ça c'est qu'on est dans une société qui est très en France, on est hyper mental. On est vraiment énormément dans notre tête. Je crois qu'en Occident, on est mentaux et puis qu'en France, on est peut-être dans le top 3, voire on est peut-être les meilleurs. Mais du coup, on n'est pas dans notre corps. Et le corps, il doit juste suivre, il doit juste se plier à ce que la tête, elle veut. Mais ça nous mène là. Donc, on doit arrêter de minimiser les signaux du corps et au contraire prendre appui sur les signaux du corps comme une guidance. Et ça nous mène à l'alignement. Ça nous mène à la joie. Ça nous mène à la santé. Ça nous mène à la fluidité. Et on n'a pas besoin de l'approbation des autres. On n'a pas besoin qu'ils viennent nous dire oui, oui, tu peux. En fait, nous-mêmes, ça suffit. Nous, avec notre corps, on a déjà toutes les infos. Facile à dire. Ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles je bosse avec mes clientes parce que tu cherches, enfin, on cherche tous à être aimé et donc à être validé par les autres. Seulement, on oublie qu'on n'a pas besoin d'être aimé et validé par la terre entière, mais juste notre noyau précieux de proches
qui nous aiment véritablement, inconditionnellement, dans notre essence. Pas ceux, et c'est le cas hélas de beaucoup de parents, qui ont appris à leur enfant qu'ils étaient aimés à condition d'eux. Si vous saviez le nombre d'adultes qui... moi j'accompagne entre autres du coup des mères de famille qui vivent des situations compliquées, qui temporairement doivent retourner vivre chez leurs parents. Du coup tous les schémas se réinstallent et on entend des choses aberrantes. Genre il y a peu j'ai une cliente qui m'a dit mon père m'a dit tu es chez moi et hier elle sourit tout le temps. C'est une femme vraiment pétillante, c'est un rayon de soleil, hyper positive, joyeuse. Et elle s'autorise de plus en plus à être complètement elle-même. Donc bien entendu, comme absolument tous les humaines, eh bien, elle n'est pas que ça. Elle peut aussi être triste, elle peut être aussi en colère. Et surtout que là, elle vit des choses vraiment très difficiles. Et son père lui a dit, t'as fait la gueule hier, tu fais pas la gueule chez moi. Juste parce qu'elle a arrêté de sourire une journée. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est hyper conditionnel. Et on peut vraiment se créer un espace où on est en interaction uniquement avec des personnes, et ça c'est un espace sain, où on est en interaction uniquement avec des personnes qui peuvent nous voir et nous supporter. Supporter, c'est dans le sens support, pas dans le sens il faut que je te supporte, c'est un labeur. C'est au contraire qui nous élève, qui nous voit dans notre essence et qui sont. Alors on est humain, l'amour inconditionnel complet, c'est pas quelque chose qui est tant facile que ça, mais qui autant que possible nous aime comme on est, pour ce qu'on est dans notre essence et pas dans ce que j'appelle notre empreinte, c'est-à-dire notre nous blessé avec ses compensations, son éducation et qui se présente au monde en essayant, tu vois, de ne pas réappuyer sur ses blessures. Mais quand je parle de l'essence, je parle de l'être profond, je parle de l'âme, je parle de qui tu es quand t'as pas cette blessure, cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, cette peur de la trahison, etc. Donc, j'en étais à ne pas minimiser signe du corps, se détacher de l'approbation des autres pour être simplement. Et il faut aussi avoir conscience qu'on est dans une société capitaliste. Et alors, loin de moi de faire de la politique, c'est vraiment quelque chose qui me barbe et qui m'intéresse absolument pas, mais il y a, avec juste du recul, il y a un fonctionnement dans le capitalisme qui va dans le sens d'extraire l'énergie. Et on a, je trouve, à notre époque, vraiment cette tendance, cette conscience, c'est pas le bon mot, cette habitude à aller extraire. C'est ce qu'on fait au niveau de la planète. On extrait l'énergie des sols jusqu'à l'épuisement du sol. Genre, mais non, on va extraire tout ce qu'on peut. Et en fait, on va dans notre société, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait l'énergie des gens. On n'a pas une réflexion écologique, je veux dire, à l'échelle de la planète, mais à l'échelle de l'humain aussi, où on se dit qu'est-ce qu'on peut lui demander pour qu'il reste en bonne santé, pour que ça reste sain, même dans les relations amicales, même dans les relations intimes. Qu'est-ce que je peux demander à l'autre pour que ça reste sain, pour qu'il puisse me donner et se régénérer. Dans notre société, il n'y a pas ce temps de régénération. C'est ce qui mène également au burn-out. C'est toujours plus, toujours plus. Je devrais toujours donner, toujours donner. Et je suis pas quelqu'un d'assez bien, donc je vais encore donner encore plus pour prouver que je suis quelqu'un de bien. Non, c'est comme la nature, elle fonctionne pas comme ça. Il y a le printemps où il y a de l'énergie qui sort à balles. Il y a l'été où ça prospère. Et après, il y a le déclin. Avec l'automne, on peut encore faire nos dernières cueillettes. Et l'hiver, où il y a une espèce de mort, où en fait tout est en dormance, en silence, en régénération. Et on a comme oublié l'hiver en fait dans notre société. On accepte que le printemps et on tolère l'été. À partir de l'automne, ça sent pas bon. À la lumière de tout ça, ce qui va être nécessaire, c'est de s'engager dans de nouvelles normes, dans une nouvelle vision de soi. Ça ne veut pas dire ne plus être soi-même. Au contraire, c'est se rapprocher de soi-même, se rapprocher de son être, se rapprocher de son essence. Mais on va avoir besoin de s'engager avec fermeté, une fermeté d'amour, avec puissance. Et ça, on peut le faire que quand on est régénéré et qu'on est ressourcé. Sinon, ça n'est que mimer.
de s'engager dans de nouvelles normes et dans cette nouvelle vision de qui je suis. C'est-à-dire que jusqu'à présent, de par mes blessures, les autres comptaient plus que moi-même. Eh bien, je m'engage dans ma vie à compter plus que l'extérieur. Parce qu'il n'y a que moi qui peut prendre soin de moi véritablement dans ma vie. Ça va passer par guérir nos parts blessées. Les parts qui ont besoin de reconnaissance, les parts qui croient qu'il faut sourire pour être aimé tout le temps, les parts qui ont peur d'être abandonnées, les parts qui ont peur d'être trahies, etc., etc., pour ne pas retomber dans nos travers à la prochaine occasion. Et quand je disais il va falloir montrer patte blanche au corps, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le corps, il sait très 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 bien ce qui se passe. Et donc, tant qu'il voit que, ne serait-ce qu'il y a une amie qui vient boire un coup chez toi et que tu es dans des automatismes de besoin de reconnaissance, le corps, il sait bien que face à un patron qui fronce un petit peu les sourcils, tu vas avoir le même réflexe de prendre ta voix toute douce et de dire oui. Et donc, notre job, ça va être cette rééducation-là. J'en parle également dans l'épisode que je t'ai mentionné sur pourquoi on n'arrive pas à retourner au travail après un burn-out. On n'a même pas d'idée de quoi faire. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est que sur ton terrain d'expérimentation du quotidien, il va falloir a priori te faire accompagner pour le voir, parce que de nous à nous, notre fonctionnement, il nous semble juste normal. C'est difficile de prendre conscience de ces angles morts par soi-même, donc on va avoir besoin de l'extérieur. Et attention, quand je dis de l'extérieur, c'est quelqu'un de formé. Ça ne veut pas dire même une amie très bienveillante, même si elle a fait un peu de thérapie, c'est pas forcément la meilleure personne pour te conseiller. Si tu veux te sortir d'un burn-out, tu vas voir quelqu'un qui est spécialiste du burn-out. Parce que même ta maman, qui pourrait être très bienveillante, même une amie, eh bien, elle va projeter ses propres trucs. Elle va dire, oui, il faudrait prendre une semaine de congé quand même. Elle va pas dire, il faut t'arrêter 6 mois, 1 an. C'est ce genre de choses-là que je veux dire qui est important, c'est que des personnes qui nous aiment, qui veulent vraiment faire au mieux pour nous, sont pas nécessairement des meilleurs conseils, parce que, ou alors, ils se sont tirés du même problème que toi et ils ont une super vie désormais. Ceux-là, oui, tu peux les écouter. Et donc, voilà, il y a ce passage où on va devoir guérir ses blessures et vraiment montrer au corps qu'il peut à nouveau nous faire confiance. Et là, il va relâcher l'énergie, il va relâcher les idées. Et là, ça va être vachement plus simple. Et là, ton burn-out, ça aura été une bénédiction. Parce qu'il t'aura vraiment fait t'arrêter pour changer de vie. Imagine, t'aurais tenu et t'aurais continué comme ça jusqu'à ta retraite. T'aurais comme eu pas de vie, une vie grise, sans sens, pleine de blessures, avec comme une pseudo-liberté, tu avais une toute petite marge d'action dans ta vie. Alors que là, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre. Tout d'un coup, tu peux être toi, tu peux aller explorer dans tous les recoins ce que c'est être toi, ce que c'est être en vie, ce que tu as envie de faire, de produire à partir d'un espace de joie. Trouver ton essence, qui tu es profondément. À quoi il t'a servi ce passage sur Terre? Pourquoi t'es descendu sur Terre? Et tu pourras vivre une vie qui est alignée. Moi, mon parti pris, ça a été de me dire, ok, avec les personnes actives, là où on passe le plus de temps dans notre vie, c'est au boulot. Et donc, j'ai choisi d'accompagner sur trouver notre métier de cœur, qui soit un métier qui est aligné. Parce qu'à partir du moment où tu as trouvé un métier aligné et que tu as mis les choses en place pour en vivre, c'est ce qu'on fait dans l'école initiatique des métiers de cœur, eh bien, c'est toute ta vie qui en est impactée. Parce que tu te régales au travail dans lequel tu passes énormément de temps et tu rentres, tu es ressourcé. Tu as vécu une journée alignée et tu as les moyens de t'offrir les choses qui te font sens. Ça impacte toute ta vie, ça impacte tes relations avec tes proches, avec tes mariés, avec ton enfant, avec ta famille. Ça impacte la qualité des expériences que tu peux t'offrir, des vacances, etc. Et tu es dans cette conscience que tes limites n'auront plus à être dépassées. Et tu te valorises. Tu sais quelle valeur tu as. Ça ne veut pas dire que tu deviens péteuse.
ça veut dire que tu comptes simplement. Et que ton passage sur Terre compte. Et qu'on a envie de te voir fleurir parce que chaque individu, dans son essence, offre quelque chose de beau au monde. Et donc on a envie de ça. Même les autres ont envie de ça. Et rien que pour ta vie, c'est incroyable. C'est même pas que c'est significatif, mais ça transforme tellement de choses. Et même pour les autres, c'est bénéfique. Donc voilà, quand ton corps, cet épisode sur quand ton corps ne veut plus retourner au travail, c'est une belle galère, mais c'est une bénédiction aussi. C'est le début de ta nouvelle vie, si tu veux bien le suivre. Et le corps, de toute façon, au début, il murmure, après, il parle et il finit par crier. Donc, il y a forcément, de toute façon, un moment où on va se résoudre à le suivre. Donc, autant collaborer avec pour que ça se passe en douceur. Donc voilà, ce que je vous ai partagé ici, c'est tout l'enjeu de l'EIMC, la fameuse école initiatique des métiers de cœur. Et elle va rouvrir ses portes en mars. Donc pour les personnes qui se sentent appelées par ce genre de démarche, de trouver leur métier de cœur, de vivre une vie alignée, de pouvoir se créer une vie alignée autour de ce métier de cœur, sachez qu'il y a les inscriptions sur liste d'attente qui sont ouvertes et je réserve toujours des avantages pour les personnes inscrites sur liste d'attente. Donc vous pouvez venir en profiter en cliquant simplement sur le lien qui est à votre disposition sous ce podcast. Je ne peux que vous encourager à ça parce qu'un autre monde vous attend de l'autre côté. Sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.